Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance et ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans. Démarrons cette édition en parlant insécurité. Les rebelles Maïmaï qui combattent les forces congolaises FARDC dans le sud du Kivu ont un soutien étranger selon les sources concordantes du gouvernement congolais. Le porte-parole Lambert Mende parle des étrangers sans donner le moindre détail sur leur identité, tandis que le porte-parole des FARDC lui précise qu'il s'agit d'un soutien venu de l'autre côté du lac Tanganyika. Et selon les témoignages du côté du Congo, les bottes burundais auraient été interceptées ce mercredi par les FARDC alors qu'ils cherchaient à ravitailler les combattants Maïmaï. Révérien Bazikame pour plus de précision. Les affrontements entre les rebelles Maïmaï et l'armée congolaise prennent au fur et à mesure une ampleur régionale. Ces rebelles bénéficieraient d'un soutien de l'armée burundaise et de la milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Les autorités de Kinshasa disent attendre leurs propres enquêtes pour confirmer l'identité des combattants étrangers au sud Kivu, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Nous n'avons pas encore reçu un rapport qui nous permette ici à Kinshasa de confirmer ou d'infirmer cette information. Nous sommes en train de la vérifier. Il y a des rumeurs selon lesquelles des groupes de personnes venues de l'étranger, on ne sait pas quel pays, soutiendraient des malfrats. Nous avons dépêché sur place un certain nombre d'officiers. Ils sont en train de faire remonter des informations vers nous et nous en saurons un peu plus d'ici la fin de la journée. On ne nous a pas donné l'identité des étrangers. Du côté de l'armée congolaise, le porte-parole est plus ou moins précis. Les Maïmaï bénéficient d'un appui qui vient de l'autre côté du lac Tanganyika sans être explicite s'il s'agit de la Tanzanie ou du Burundi, selon la radio française RFI. Et les sources des habitants des localités où se déroulent ces combats affirment avoir vu des bateaux dans le lac Tanganyika qui viennent du Burundi pour ravitailler les combattants Maïmaï dirigés par William Yakutumba. Ces combats qui connaîtraient la participation de l'armée burundaise et la milice Imbonerakure précèdent une convention qui a paru ces derniers jours. En effet, c'était un mémorandum d'entente entre le gouvernement burundais, représenté par le directeur général des renseignements burundais Etienne Ntakirutimana, et la représentation des Maïmaï du secteur d'Uvira en date de 8 février 2017. Les partis s'étaient convenus de mener des combats communs pour déloger les Rwandais Banyamulenge, puis les rebelles du FNL qui sont dans les montagnes qui surplombent la ville d'Uvira. L'annexe au dit mémorandum, le gouvernement burundais s'est engagé à fournir un appui matériel du projet, fait des fusils, des grenades, des cartouches et bien d'autres besoins qu'il a qualifiés d'urgence pour l'exécution de la convention. La suite a été l'embarcation des conteneurs d'armes qui ont transité dans le camp de la brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI, puis acheminé vers l'est du Congo. Néanmoins, Prudence demande comment le gouvernement de Bujumbura combattrait du côté de l'ennemi de Kinshasa, alors qu'il est connu qu'une délégation de Bujumbura a été à Kinshasa pour négocier ses actions militaires au Congo et viserait de chasser les rebelles burundais qui s'y installent avant d'attaquer le pays. Serait-ce un signe que Kinshasa n'aurait pas exaucé la demande de la délégation burundaise qui était dirigée par Alain Guillaume Bunyoni et Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika et qui devait accomplir sa mission via son mouvement de Yakutumba? Ce qui est sûr, le pouvoir de Bujumbura vise un intérêt précieux sur le sol congolais. La preuve en est qu'il a déployé ses hommes à maintes fois, en plus de la présence presque permanente des miliciens Imbonerakure depuis des années, certains ayant déjà laissé leur vie. Nous avons essayé de joindre le porte-parole de l'armée burundaise pour infirmer ou confirmer son implication dans ces combats, mais on n'a pas pu le joindre sur son portable. S'il s'avère que le Burundi soit impliqué dans le soutien des miliciens Maïmaï en confrontation avec l'armée congolaise, ça ne sera qu'aggraver la situation qui perdure au Burundi. L'analyse du journaliste Innocent Mozi, qui suit de près la politique de la région, qui ajoute également que si rien n'est fait, cette situation dans le sud du Kivu pourra avoir un impact sur toute la région. Je propose de le suivre. Pour l'instant, on ne peut travailler que sur des hypothèses parce que le porte-parole du gouvernement congolais, M. Mende, a parlé d'une force extérieure au Congo, de l'autre côté du lac Tanganyika,
ça ressemble un peu trop au Burundi. Si vous regardez le lieu où se déroulent les affrontements, c'est plus face au Burundi que face à la Tanzanie, parce que ça pourrait être la Tanzanie aussi. Mais pour l'instant, ça ressemble plus au Burundi qu'à la Tanzanie, si on se réfère un peu, encore une fois, à la géolocalisation des affrontements actuels. Donc si c'est le Burundi qui est impliqué dans le soutien au Yakutumba, par exemple, donc les Maïmaï du Yakutumba, cela signifierait que le gouvernement burundais a pris l'option de soutenir des ennemis du gouvernement congolais. Donc ce serait le gouvernement congolais et le gouvernement burundais qui seront dans des relations conflictuelles. Et ça aura nécessairement des impacts aussi sur le Burundi. Maintenant, si ce n'était pas le cas, ça aurait aussi toujours des impacts sur le Burundi. Pour l'instant, il faut souligner quand même que ces rebelles Maïmaï, ou certaines sources disent qu'elles seraient avec les FDLR, qu'elles seraient avec les Imbonerakure et donc avec ces différentes forces. Pour l'instant, ce sont plus des rumeurs que des sources dignes de foi, disons. Maintenant, si cela était avéré, évidemment, ça signifierait que la région risque de s'embraser, en fait, à cause de cette histoire-là. Et ce ne serait pas étonnant parce que cette instabilité constante dans le Kivu a un impact inévitable sur le Burundi, sur le Rwanda, sur l'Ouganda, etc. Donc la question peut prendre d'autres dimensions, qu'on le veuille ou non. Si le Burundi est impliqué dans ce qui se passe dans le Kivu, le conflit prendra d'autres dimensions nécessairement. Il prendra d'autres dimensions nécessairement parce que même si les réfugiés burundais aujourd'hui qui sont au Congo ne semblent pas avoir de problème avec ce mouvement-là. Donc on ne sait pas, il faut attendre un peu savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Maintenant, si le gouvernement burundais décide de franchir la frontière et d'aller au Congo, ça ne fera qu'aggraver les choses pour lui de toutes les façons. Ils peuvent croire que c'est une bonne idée d'aller de l'autre côté pour les raisons qui leur sont propres. Ils prétendent qu'il y aurait des opposants qui sont au Congo. Maintenant, s'ils franchissent la frontière, ça prendra d'autres dimensions quoi qu'il arrive. Et ça n'effacera pas les crimes qui se commettent au Burundi pour autant. Ça, c'est certain, ça n'effacera pas ces crimes-là. Donc, ça ne détournera les yeux de personne. Ça ne fera qu'amplifier la gravité de la situation qui perdure au Burundi, qui peut maintenant empoisonner tous les autres pays voisins. Politique à présent, le projet de loi portant création d'un corps de volontaires nationaux du Burundi a été adopté par le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Philippe Nzobonariba, secrétaire et porte-parole du gouvernement, a annoncé à la sortie de ce conseil que ce programme va offrir aux jeunes Burundais qualifiés actuellement sans emploi la possibilité d'avoir des expériences et dans des activités structurées tout en gagnant en employabilité. Suivez-le. Les membres du Conseil ont analysé le projet de loi portant création d'un corps de volontaires nationaux du Burundi, dossier présenté par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. L'idée de mise en place d'un programme national de volontariat des jeunes a commencé à germer avec le Forum national de la jeunesse organisé en 2007. Depuis 2008, le ministère en charge de la jeunesse, en collaboration avec les autres partenaires, explore les opportunités pour lancer ce programme. Ce programme offrirait aux jeunes Burundais qualifiés, actuellement sans emploi, la possibilité d'avoir des expériences dans des activités structurées tout en gagnant en employabilité. Ce programme opérationnel depuis 2014 a été développé dans le cadre de la coopération entre le gouvernement du Burundi et les autres pays de l'Union africaine qui a demandé la participation des volontaires nationaux burundais dans d'autres pays. Ce programme a déjà initié une phase pilote avec 504 jeunes volontaires déployés dans 294 structures d'accueil réparties dans 3 provinces pilotes, à savoir Bujumbura, Gitega et Ngozi. L'objectif de ce projet de loi est donc de mettre en place un cadre légal et institutionnel de fonctionnement du corps de volontariat des jeunes âgés au plus de 35 ans pour leur permettre de mettre leur énergie au service de la lutte contre la pauvreté, la consolidation de la paix pendant une durée d'1 année au maximum. Pour rappel, le Conseil des ministres avait analysé ce texte en date du 6 octobre 2017 et l'avait retourné pour être retravaillé. Et après lecture du projet retravaillé, le Conseil l'a trouvé conforme à ses orientations
et l'a ainsi adopté. Cette loi qui vient d'être adoptée portant sur la création d'un corps de volontaires nationaux n'a d'autre visée que de légaliser les jeunes Imbonera Kouré. Les propos sont de Léon Sengenakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Selon lui, c'est un problème qui se crée plutôt le gouvernement car il ne pourra pas les entretenir s'il le faut considérer l'extrême pauvreté que vit actuellement les Burundais. Suivez Léon Sengenakumana, il a été contacté par téléphone. Il n'y a pas mille voies, il n'y a pas mille solutions. Vous savez très bien comme moi que dans ce pays, l'option a été l'usage de la force militaire et policière pour régler les problèmes du pays, pour résoudre les problèmes du pays, pour résoudre le conflit et la crise burundaise. Ça, c'est très clair. Et dans cela, on a engagé dans ce combat beaucoup de jeunes. La milice de la Kouré. Soit disant que c'est pour épauler l'armée au rétablissement de l'ordre public, de la paix et de la sécurité dans le pays. Cette option a été sévèrement critiquée par d'abord les Burundais nous-mêmes, ensuite par les organisations de défense des droits de l'homme, et particulièrement récemment par les Nations Unies via le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ça, on connaît la situation qui prévoit maintenant sur cette question de violation massive des droits fondamentaux de la personne humaine au Burundi. Maintenant, cette démarche, cette stratégie vise essentiellement deux objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement de les légaliser pour qu'ils soient considérés, qu'ils soient traités comme des militaires, qu'ils soient traités comme des policiers. Le deuxième objectif, c'est déjà pour effectiviser, mais c'est entre guillemets, c'est pas pour effectiviser. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir leur donner des moyens, de l'argent, des uniformes militaires, des armes, et cette fois-ci, officiellement, presque légalement. Alors, ils pensent que c'est pour assurer la sécurité. Je vous assure que c'est un danger pour le Burundi, c'est un danger pour le peuple burundais, c'est un danger pour eux-mêmes, ceux-là qui sont en train de les armer, qui vont les armer. C'est un danger aussi pour ces jeunes qu'on veut introduire dans cette démarche militaire pour résoudre les problèmes de ce pays, parce qu'il sera très difficile pour un pays pauvre comme le Burundi aujourd'hui, un pays divisé comme le Burundi aujourd'hui, un pays isolé comme le Burundi aujourd'hui, avec une économie en ruine, une économie dont le taux de croissance est en dessous de zéro, il sera très difficile de supporter une armée, une police et parallèlement une autre armée, une autre police. Ça sera très compliqué. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre-productif. Ça va plutôt convaincre le Burundais finalement à continuer à faire ce pays. Le journal poursuit. 28 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du droit d'accès à l'information. Cet événement arrive au Burundi au moment où différents médias indépendants ont été détruits et la majorité des journalistes de ces médias contraints à s'exiler. Innocent Mozi, un des professionnels des médias et président de l'Observatoire de la presse burundaise, fait savoir qu'aujourd'hui, l'accès à l'information est devenu plus dramatique, que ce soit pour les sources d'information, pour les journalistes, mais également pour le public consommateur. Je propose de le suivre. Avant la destruction des médias audiovisuels indépendants le 13 mai, dans la nuit du 13 au 14 mai 2015, il y avait déjà un problème d'accès aux sources officielles. Il y avait un regard méfiant et même hostile de la part des pouvoirs publics envers les médias indépendants, ce qui compliquait l'accès aux sources officielles indépendantes et pour les médias en général. Et avec la destruction de ces médias, la question est devenue encore plus dramatique parce que les journalistes doivent se cacher, doivent raser les murs pour pouvoir travailler pour ceux qui travaillent encore dans le pays, et les autres sont en exil. Donc l'accès aux sources intérieures est devenu encore plus difficile et l'information que nous donnons aux consommateurs de cette information est réduite parce que les conditions dans lesquelles nous la trouvons sont très très étroites. Nous sommes dans des limites dramatiques, je dirais, en termes d'accès à l'information. Et même pour la diffusion maintenant de cette information que nous arrivons à récolter, le problème est encore plus grave puisqu'il y a toute une portion de la population qui est exclue parce que les voies de transmission de cette information par lesquelles nous passons pour arriver à accéder à la population sont des voies qui ne sont réservées quand même qu'à beaucoup moins de gens qui l'étaient à l'époque.
Déjà à l'époque, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à accéder à certains de nos outils et de nos voies de communication. Aujourd'hui, c'est devenu encore plus dramatique parce que Internet, il y a beaucoup de gens encore dans le pays qui n'ont pas accès à Internet, donc qui sont exclus plus ou moins de l'information que nous diffusons. Donc l'accès aux sources d'information pour les journalistes, l'accès à l'information pour les consommateurs sont devenus encore plus difficiles dans notre pays. Innocent Mozi garde l'espoir que tôt ou tard, les citoyens burundais vont recouvrir le droit à l'information et autant que d'autres droits dont les Burundais sont privés aujourd'hui. Encore une fois, Innocent Mozi. Vous savez, empêcher quelqu'un d'accéder à l'information, c'est l'empêcher de réfléchir et de faire des choix pertinents. Parce que c'est comme si vous preniez quelqu'un, vous lui bandez les yeux, vous lui fermez les oreilles, vous fermez ses narines et même peut-être la langue et le toucher, et il ne saura plus dans quel environnement il est pour trouver son chemin. Donc il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas d'être humain qui puisse s'accommoder de cette situation. Tôt ou tard, les gens recouvriront leur droit à l'information, mais également tous les autres droits dont ils sont privés aujourd'hui dans notre pays. Dernier élément de cette édition, au lendemain de la rentrée judiciaire édition 2017-2018, l'organisation Parsem lance un appel à la justice pour que cette année soit une année de changement et d'engagement pour une meilleure accessibilité citoyenne à la justice et au respect des droits de l'homme avec des résultats concrets et évaluables. Suivez Faustin Ndikoumana, il est président de la Parsem. Le gouvernement devait se sentir interpellé. Donc, d'intérioriser que sa première préoccupation doit être le respect de la dignité humaine. C'est un message très fort. Deuxièmement, on a constaté l'ignorance de la part de certains responsables des instruments nationaux qui protègent les droits de l'homme au Burundi. Il faut une sensibilisation pour un changement de comportement de la part de certains administratifs qui veulent toujours user de l'arbitraire, qui veut toujours, des fois, user de la force. Parce que les textes, il y a beaucoup de textes qui interdisent l'emprisonnement abusif, qui interdisent la torture. Il faut sensibiliser les gens, surtout les responsables, et passer au stade alors de sanction. Sanctionner sévèrement tout agent public qui profite de sa position dans la hiérarchie administrative pour commettre de l'arbitraire, pour justement commettre des abus. 4, c'est l'analyse des rapports qui sortent. S'il y a des rapports qui sortent, les rapports continueront à sortir. On ne saura pas les empêcher. Je crois qu'il faut analyser objectivement les éléments contenus dans le rapport. Parce qu'après tout, un crime reste un crime. S'il y a quelqu'un qui a violé un enfant, s'il y a un tueur quelque part, un criminel, s'il a été dénoncé dans un rapport, que ce soit un rapport extérieur ou intérieur, l'essentiel c'est de connaître la véracité des faits. Si la véracité des faits est établie, il faut punir sévèrement parce qu'un criminel reste un criminel. Il faut se développer des mécanismes de transparence, visiter des cachots pour voir l'état l'état des cachots, pour voir les conditions dans lesquelles les prisonniers sont incarcérés. Et il y a un mécanisme transparent pour crédibiliser les rapports. Et puis, la lutte contre la corruption, parce que là où la corruption sévit, vraiment, il est difficile de parler du respect des droits de l'homme. La justice a la lourde responsabilité de s'attaquer à ce fléau à tous les échelons. Parce que si la corruption sévit, c'est le lit des crimes organisés, c'est le lit de tous des crimes de tout acabit. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine occasion.